Déjà, bonjour à tous. Merci d'être là et de nous retrouver pour cette nouvelle série des webinaires, donc les rendez-vous Lamotabier, qu'on avait déjà initié l'année dernière et qu'on a décidé de relancer cette année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Moi, donc, je m'appelle Galdric Nogues. Je suis responsable de la partie fermentaire chez Lamotabier, donc partie intégrante du service technique. Je serai assisté pour ce webinaire de Guillaume Desports et de Arnaud Ménesson, qui sont donc avec mon service technique et qui seront en backup pour répondre à certaines questions pendant la présentation et qui vont aider à paramétrer ce webinaire. N'hésitez pas pendant la présentation à poser des questions dans l'onglet justement questions-réponses pour qu'on puisse les voir en fin de présentation pour justement la partie échange et réponses aux questions pour gérer tout ça. Donc la présentation d'aujourd'hui, juste pour vous en dire un mot avant de démarrer, donc ça va être une présentation qui essayer de parler un petit peu justement des tendances, à savoir la recherche des vins plus frais et donc les alternatives que nous on propose cette année, donc avec notamment une La Chancea thermotolérance. Donc il va y avoir 3 parties. Une première partie où on va faire le point un petit peu au niveau œnologique de ce vers quoi on va en raison du réchauffement climatique, donc des principales matrices qu'on est amené à rencontrer de plus en plus fréquemment. Une deuxième partie avec donc les travaux basés sur les travaux de thèse d'un monsieur qui s'appelait Alexandro Fuentes Espinosa, qui a fait un gros travail justement sur la perception client de la fraîcheur des vins, essayer de comprendre un peu comment elle s'articule et vers quelle tendance on va aussi au niveau du marché. Et la troisième partie qui sera la plus grosse partie de la présentation, bien sûr, la présentation de cette souche, la Chancea thermotolérance, son application, ainsi que des résultats d'essai. Et ensuite, une rapide mot sur les perspectives qu'on aura vis-à-vis de cette souche et ce dont on va pouvoir en faire au niveau du chai et de son application. Donc, je vais partager ma présentation. Donc, c'est une présentation qui va durer à peu près une demi-heure, entre 30 et 35 minutes, et qui ensuite sera suivie d'un temps d'échange. Donc, voilà, comme j'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. On les retrouvera à la fin. Donc, pour démarrer, on va partir d'un postulat assez large. Donc, déjà, il y a simplement un réchauffement climatique qui est visible et qui est une réalité. Il y a de nombreuses études aujourd'hui qui fleurissent sur Internet, et ce depuis à peu près une quinzaine d'années, et qui font déjà le bilan et l'état des lieux justement des observations et des modifications qui sont visibles au niveau des températures. Donc, on va plutôt parler vraiment de réchauffement des températures ici plutôt que vraiment de changement climatique. Et ces projections et ces études pointent quand même vers une direction assez commune, à savoir une augmentation des températures, notamment à l'horizon 2050, vers à peu près plus de 2 degrés dans différentes régions viticoles du monde. Donc ça, c'est par exemple tiré d'une publication de Gregory Jones en 2007. Mais on a Gregory Jones, mais si on prend uniquement par exemple l'année 2013, on a également beaucoup plus d'études. Donc il y a vraiment une diversité d'études sur Internet qui sont disponibles et qui finalement pointent vers une direction commune. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau du réchauffement climatique et donc de l'augmentation de cette température-là, on a bien sûr les phénomènes socioculturels qu'on observe en dehors de la filière viticole, mais on a aussi toutes les conséquences œnologiques qui nous touchent directement en tant que producteurs et d'acteurs justement de cette filière-là, avec des maturités phénoliques qui changent chaque année. On a de plus en plus de mal à y voir plus clair dans ces dates de récolte, d'apprécier vraiment l'atteinte de la maturité phénolique. On a des concentrations en sucre, bien sûr, qui sont de plus en plus importantes, et donc à ça lié à des degrés alcooliques qui vont être beaucoup plus importants aussi en fin de vinification. Dû à cela également, on va avoir des accumulations de composés phénoliques, donc des phénomènes de vin qui vont être chargés en sucre, chargés en alcool, mais qui vont aussi présenter des finales amères, voire astringentes, donc des déséquilibres aussi au niveau organoleptique. Et enfin, en raison des chaleurs, on aura une dégradation de l'acide malique qui va faire sensiblement augmenter le pH, le malique étant un acide assez fort, ce qui va notamment amener des pH des fois en fin de malo au-dessus, notamment de 4, ce qui provoque en fait des instabilités microbiennes et vraiment la porte ouverte à tout un tas de contaminations secondaires type Brettanomyces. Et enfin, sur un autre volet que celui fermentaire, ça va être les instabilités colloïdales qui sont créées par des pH plus élevés, où là, on va sensiblement favoriser les phénomènes de casse et de précipitation dans les vins. Donc aussi un volet justement sur des vins qui vont être plus instables à ce niveau-là en raison des acidités trop faibles perçues dans les vins. Donc tout ça, on arrive quand même à des matrices assez fréquemment sur des vins qui sont plutôt instables, voire déséquilibrés,
et surtout aromatiquement lourd, avec des côtés très compotés, très mûrs. Et ça, le consommateur, justement, en a bien conscience aussi. Et il y a aujourd'hui une tendance un petit peu à contre-courant, justement, sur cette perception des vins. Donc, pour reprendre les travaux dont je parlais au début, de Fuentes et Spinoza, donc c'est une thèse qui a été publiée en 2016, où il a fait un gros travail, en fait, vraiment de mise en lien de toutes ces études d'augmentation climatique pour mettre en avant des tendances et vraiment des évolutions du climat via les régions viticoles. Donc, ce qu'il a montré tout d'abord, c'est qu'il y a quand même des sécheresses qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus fréquentes, donc avec des stress hydriques beaucoup plus marqués sur les vignobles du sud de l'Europe, donc l'Espagne, le Languedoc-Roussillon, les Côtes-du-Rhône par exemple, et l'Italie bien sûr, qui sont de plus en plus sujets à ce genre de matrice, donc avec des degrés alcooliques plutôt très élevés et des acidités très faibles. Sur les vignobles plutôt du nord, on a des conditions qui deviennent clémentes. Donc, on le voit depuis quelques années avec notamment la création de vignobles en Grande-Bretagne. On a justement des conditions qui commencent à être propices à la viticulture et donc à la production de vin. Et ensuite, donc les vignobles plutôt entre deux, on est sur un statu quo pour l'instant en termes d'évolution de climat. Par contre, on a quand même des épisodes climatiques qui sont souvent marqués ou du moins soudains, à l'image du gel, par exemple, de cette année ou des grêles qu'on avait pu avoir l'année dernière. Et donc, voilà, c'est des régions qui, pour l'instant, n'en pâtissent pas trop, mais qui commencent à avoir certains épisodes assez marqués au niveau du climat. Donc, l'idée, c'est de voir comment ces modifications œnologiques vont influencer les profils et surtout où se situe le consommateur dans tout ça. Et pourquoi est-ce qu'on va aller vers une acidification des vins pour vraiment retrouver ce côté équilibre et tension dans les mous. Donc, ces travaux sont ensuite divisés en deux phases. Donc, les travaux de M. Fuentes, premièrement, étaient de voir quel était l'impact du climat et deuxièmement, de voir quelle était la perception des clients vis-à-vis des vins et donc de mettre en avant en fait une inadéquation aujourd'hui entre une certaine demande et une certaine offre. Donc, premièrement, il y a eu beaucoup de travaux au niveau statistique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a voulu dans un premier temps caractériser l'appréciation du caractère mûr dans les vins. Donc, pour ça, il a travaillé sur des panels de dégustation assez larges, entre 300 et 500 personnes, avec différents vins, donc des vins frais typiques d'une région donnée. Et ensuite, dans cette même région, il est allé chercher des vins typiques d'une vendange en surmaturité, donc qui collent en fait au profil entre guillemets réchauffement climatique, et des vins ensuite issus de raisins légèrement en surmaturité, ce qui fait qu'on est un profil plutôt entre deux. Et donc, après traitement des dégustations successives et des différentes informations qu'il a pu récolter, il a mis en lumière qu'il y avait une légère préférence en fait pour les vins en surmaturité. Par contre, un très fort effet de saturation qui était mis en évidence. C'est-à-dire que les gens appréciaient ce côté opulent, aromatique des vins, mais très vite, on était quand même dans une sensation presque de satiété œnologique, c'est-à-dire qu'on trouvait ça trop lourd et qu'on n'y revenait pas forcément. Donc, il n'y avait pas de goût de reviens-y. Et ensuite, le consentement à payer pour ces vins-là était finalement plus faible que les vins qui étaient un peu plus bas en alcool. Et ensuite, la variation donc, du TAV et de l'acidité. Donc ça, c'est une deuxième partie de ses travaux où il a fait là différents vins ici avec des TAV qui étaient variables et des acidités également qu'il a fait varier pour voir quelle était la préférence des consommateurs. Donc les vins dont l'acidité a été retravaillée étaient notamment acidifiés artificiellement avec des acides issus de l'industrie. Ce qu'il a mis en lumière, c'est qu'il n'y avait premièrement pas de tendance claire sur la variation du TAV, tout simplement parce que quand on déguste, en fait, qu'on soit initié ou pas, on a quand même un seuil de perception d'alcool qui se situe autour des 1,5%, ce qui fait qu'entre un vin à 13 et un vin à 14,5, on ne va pas forcément le sentir selon l'aromatique que le vin présente. C'est-à-dire un vin frais à 14, on le percevra beaucoup mieux qu'un vin alcooleux qui sera plutôt à 13,5, voire même à 14. Donc pas de tendance claire sur la variation du TAV. Par contre, en ce qui concerne l'acidité, il a mis en lumière vraiment une réelle tendance à préférer ces vins frais et surtout un consentement à payer qui était également plus important. Ensuite, comme c'était des dégustations à information progressive, c'est-à-dire que plus on dégustait, plus il délivrait l'information sur les vins qui étaient en dégustation, il s'est aperçu que la préférence pour les vins frais restait de mise. Par contre, il y avait une interrogation du panel par rapport à l'impact de ces pratiques, notamment l'usage des acides, sur la santé. Voilà, sans que ce soit rédhibitoire, mais vraiment une mise en lumière et des interrogations sur cette thématique. Donc, ces acides en question, donc aujourd'hui, on en a 3 qui sont principalement utilisés pour acidifier les mous. Donc, le tartrique, le malique et le lactique, qui sont chacun une spécificité et surtout une force au niveau acidifiante qui est différente. D'abord, le tartrique va avoir une efficacité qui va être variable en raison du potentiel en K+,
C'est-à-dire que plus on va être sur des matrices mûres, plus on va avoir un rapport pellicule-pulpe élevé, donc on va avoir forcément une charge en ion potassium qui va être plus élevée. Et ça va venir en fait tamponner le pH et empêcher le tartrate de vraiment baisser sensiblement les pH comme on le voudrait. Le malique, le problème sera sensiblement le même. On a cet effet tampon, mais on a surtout un apport de dureté qui peut arriver si on amène un peu trop de malique. Et le lactique, enfin, un acide un peu plus faible, qui permet surtout d'affiner un vin, justement, de redonner de la tension et un peu plus de longueur en bouche. Donc ces trois matrices, enfin, ces trois solutions étant utiles pour acidifier les vins. Et aujourd'hui, donc, on a de plus en plus d'études qui sont menées sur les levures acidifiantes, notamment la Lachaudière thermotolérante. Ça va être le sujet principal de cette présentation. Grâce justement aux recherches qui sont menées en microbiologie, à la connaissance maintenant qui va de vraiment meilleur en meilleur de ces levures-là, on arrive vraiment à les utiliser et à utiliser ces souches-là pour des applications œnologiques. Donc on peut passer éventuellement de certains additifs à des alternatives naturelles qui pourraient consister justement en ces micro-organismes-là. Ces micro-organismes, ils ont quand même été beaucoup étudiés déjà dans la littérature. Donc là, j'ai repris certaines publications récentes de 2017, où on a montré qu'en fait, sur l'écosystème œnologique global du monde, on retrouve cette Lachaudière thermotolérance dans beaucoup de régions, mais avec une forte diversité finalement génétique. Donc c'est un peu à l'image du village des Schtroumpfs, il y en a beaucoup, et elles vont toutes être différentes. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler avec des souches qui se prêteront bien à l'œnologie par rapport à l'utilisation qu'on veut en faire. Cette souche, vous la connaissez peut-être sous le nom de Cluveromyces thermotolérans, c'est son ancien nom. Elle a ensuite été définie génétiquement précisément, ce qui a amené à la nomination Lachaudière thermotolérans. Et c'est une levure en fait qui est présente déjà sur les baies de raisin et sur certains fruits, mais à des proportions assez minoritaires, ce qui fait qu'on ne la voit généralement pas en vinification ou même dans les étapes préfermentaires. Et cette levure, justement, elle a éveillé l'attention de la filière œnologique, tout simplement dû à son métabolisme particulier, puisqu'elle est capable, bien sûr, de fermenter, de faire de l'alcool, mais elle va également, au moment où elle fait rentrer les sucres, justement, et qu'elle les dégrade en pyruvate avant de la production d'éthanol, on va avoir une enzyme qui s'appelle la lactate déshydrogénase qui va venir récupérer une partie du pyruvate et catalyser sa transformation en lactate. Le lactate étant une forme ionisée de l'acide lactique, ce lactate va être relargué dans le milieu, il va se combiner en acide L+ lactique, ce qui va faire qu'on va avoir en fait une production concomitante d'acide lactique à celle d'éthanol dans le mou par la Lachaudière thermotolérance. Donc ça va mener à une baisse de pH, bien sûr, due à l'acidification, à une augmentation de l'acidité totale, bien sûr, qui est liée, et à une légère diminution également du TAV, qui va permettre de rééquilibrer au niveau organoleptique et au niveau matrice aussi, analytiquement, les vins. On a aussi noté que plus on va forcément baisser le pH, plus on va avoir une stabilité microbiologique qui va être intéressante, puisqu'on va avoir un SO2 actif qui va être rehaussé dû à la baisse de pH, et donc un SO2 qui va être plus efficace. Donc, dans la littérature, on a voulu justement se baser sur ces études-là pour développer une souche. Et ce qui apparaît, c'est qu'au niveau bibliographique, donc les études qui ont été menées nous apprennent déjà beaucoup de choses, notamment cette étude de Gobier en 2013, qui montre que déjà, on a un pouvoir fermentaire de la Lachaudière qui est plutôt bas, entre 7 et 9%. Et notamment sur le graphique ici, on voit des fermentations qui ont été menées avec une culture pure de cérévisier, une culture pure de Lachaudière thermotolérance et un mix, donc un mix de Lachaudière et de cérévisier. Et on voit que le dégagement de CO2 qui est produit par la culture pure de cérévisier est quand même bien plus important que les cultures en mix et ensuite que les cultures en pur. Donc ça traduit en fait un pouvoir fermentaire plus bas de la Lachaudière et donc une cérévisier qui va être utile pour venir assurer la réalisation complète de la fermentation alcoolique. Donc là, on va vraiment utiliser ces deux souches-là en synergie pour pouvoir terminer des acidifications et terminer la fermentation alcoolique également. Également, ce qu'on a appris et qui est intéressant et qu'on retrouvera d'ailleurs dans les essais qu'on a voulu vérifier nous au niveau microbio, on voit que dans une culture pure de cérévisier, ici par exemple, on a une population qui reste viable durant toute la durée de la fermentation alcoolique. Donc là, c'est la courbe en blanc. Et en noir, vous avez donc un mix Lachaudière cérévisier où pour chaque levure, on a suivi pendant chaque jour en fait la population de l'une et de l'autre à l'intérieur du mix. Et ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 4 jours, donc ça correspond à peu près à D-30, donc au premier tiers de fermentation alcoolique, on a la Lachaudière qui va commencer à décroître pour arriver finalement à une population de 0 résiduelle peu avant la fin de la fermentation alcoolique. Donc on a vraiment une cérévisier ici qui prend le pas dans le milieu et qui s'installe comme étant vraiment la levure
dominante, à peu près à partir du tiers de fermentation alcoolique. Ça va être un levier important aussi pour régler justement et caractériser l'expression de la CHANTCA grâce à la Cérévisie. Ensuite, le deuxième graphique, qui est un peu plus fourni, nous montre tout simplement entre une culture pure de Cérévisier, donc en blanc, et une culture mixte, donc la CHANTCA plus Cérévisier en noir, en fonction de différentes températures. On voit qu'il y a aussi déjà un mix qui ne semble pas modifier la cinétique de fermentation, puisqu'on voit qu'au niveau des pertes en sucre, on est relativement proche de la courbe témoin avec le mix. Et ensuite, la température de fermentation alcoolique, bien sûr, vient jouer sur Cérévisier, mais joue aussi sur la CHANTCA, puisqu'elle la stimule, donc notamment stimule la production d'acide lactique et de consommation des sucres. Donc, on va pouvoir jouer sur deux facteurs, l'inoculation de Cérévisier, soit au début, soit en séquentiel, soit l'utilisation de la température pour justement gérer ces fermentations alcooliques. Et enfin, au niveau de l'acidification, on voit qu'il y a vraiment des strates aussi à utiliser en mix, puisqu'ici, par exemple, on a un témoin, donc Saccharomyces cerevisiae, on voit que le pH reste en fait classique, augmente légèrement durant la fermentation alcoolique. On voit que la culture mix a produit une acidification au début qui s'est lissée à partir du 6e jour. Donc, on a ici vraiment le phénomène de prise en main du milieu par Cérévisier. Et ensuite, la culture pure de la CHANTCA thermotolérance qui a produit une acidification forte au début. Et à partir de 8 jours, on n'a plus d'augmentation, ce qui signifie en fait qu'on était probablement arrivé au potentiel maximum d'alcool de la CHANTCA et qu'elle a décroché à ce moment-là. C'est pour ça que l'acidité reste stable ensuite pour le reste de la fermentation alcoolique. Donc en résumé, c'est déjà cette vision bibliographique nous apporte pas mal d'informations intéressantes. D'abord, on a une vaste diversité phénotypique des souches, ce qui motive des projets de sélection avec des grandes collections pour pouvoir vraiment envisager toutes les souches possibles. Une production d'acide lactique, bien sûr, qui est importante et qui est à prendre en compte. Une acidification qui permet généralement une réduction du degré alcoolique final. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi pour pouvoir rééquilibrer les mous. Et puis un pouvoir fermentaire trop faible qui ne permet pas en fait de terminer la fermentation alcoolique et donc qui nécessite une utilisation de Saccharomyces cerevisiae selon deux modes d'application, ou bien la cofermentation, ou bien la séquentielle. Ça, on verra dans les résultats d'essai juste après comment ça se traduit en termes d'analytique et en termes de fermentation aussi. Et enfin, l'importance de la température de fermentation alcoolique qui permet bien sûr d'exprimer plus ou moins la CHANTCA thermotolérance. Donc, pour vous toucher un mot rapidement sur le projet de sélection et vous montrer ce sur quoi on a été attentif. Premièrement, il y avait 6 points qu'on a notés dans le projet et qui ont été intéressants pour qualifier œnologiquement cette souche. Premièrement, ça allait être sa résistance au SO2. Étant la CHANTCA la première souche qui va être ajoutée au mou, on avait intérêt à ce qu'elle soit résistante ou du moins qu'elle puisse tolérer un certain niveau de SO2 pour pouvoir fermenter correctement. Deuxième chose, bien sûr, la production d'acide lactique. Il fallait qu'elle soit assez importante pour permettre une acidification sensible des mous. Une rapidité d'implantation. Quand on va travailler en séquentiel ou en fermentation, on a besoin que la souche s'implante rapidement pour qu'elle puisse s'exprimer. Donc, ne pas laisser la place forcément à autre chose ou à une contamination secondaire. Ensuite, des besoins en azote, puisqu'on va utiliser 2 levures. Il est important de ne pas trop avoir une levure qui consomme de l'azote pour éviter de créer des carences. Surtout sur les mous auxquels on va s'adresser, on va pouvoir venir traiter des mous à 16, 16,5 potentiels, donc forcément, qui généralement sont carencés en azote. Donc, l'idée, c'est pas d'accentuer ces carences-là. Ensuite, la compatibilité avec Saccharomyces cerevisiae, bien sûr, pour permettre la bonne fin de la fermentation alcoolique. Et finalement, la température, qui va être un facteur aussi important de gestion de la souche. Donc, pour vous donner une image, ça c'est une photo justement dans les derniers stades de sélection. On a donc un témoin Cérévisier ici en rouge, où on voit que là, bien sûr, pas de production d'acide lactique avec un pH autour de 3,55. Et on voit que différentes souches de la CHANTCA n'ont pas le même impact au niveau du pH. Certaines, par exemple, vont faire autour de 6 grammes de lactique, d'autres autour de 10. Donc là, bien sûr, on est en culture pure. Ce n'est pas du tout ce qu'on va faire dans les caves, donc on n'arrivera pas à ces niveaux-là. Et ensuite, l'idée, c'était de voir justement quelle est la souche la plus intéressante, non seulement du point de vue de la production d'acide lactique, mais aussi des critères précédents qu'on a énoncés. Et donc, c'était la LT7, donc celle qui est en verte, qui a finalement été sélectionnée suite au projet. La première étape du projet, c'était de caractériser cette souche-là, justement, de voir de quoi elle était capable selon différents modes d'inoculation et selon différentes doses aussi. Donc, en cofermentation, ce qu'on a vu, c'est qu'elle est rapidement inhibée par Saccharomyces cerevisiae, donc ça va nous permettre d'avoir des valeurs de lactique entre 1,5 g et 2 g à peu près par litre de production d'acide lactique. Tandis qu'en séquentiel,
on va pouvoir monter très haut. En fait, ça correspond tout simplement à plus on la laisse travailler toute seule, plus elle va produire d'acide lactique. Donc l'idée, c'est de trouver le juste milieu aussi, notamment autour des 2-4 grammes, pour inoculer la Cerevisiae et venir bloquer cette production d'acide lactique. On va le voir dans les essais, c'est assez, finalement assez simple de la gérer. Donc les essais, donc, je vais vous en présenter deux aujourd'hui. Deux applications sur rouge qui ont été menées sur la région de Bordeaux. Donc le premier essai qui a été mené en entre-deux-mers sur 3 modalités différentes. Donc, premièrement, on avait un témoin donc avec une Saccharomyces cerevisiae. Ensuite, une modalité cofermentation. Donc là, on a réhydraté les deux levures séparément et on les a inoculées en même temps dans la cuve. Et ensuite, une modalité séquentielle où on a inoculé la Lachantia en premier et 24 heures après, la Cerevisiae. Donc on a suivi à chaque fois les densités de chaque cuve ainsi que la production d'acide lactique qu'on a pu suivre justement et voir à quel moment celle-ci était accentuée ou bien bloquée par Saccharomyces cerevisiae. Premièrement, ce qu'on remarque, c'est qu'entre le témoin et la cofermentation, on n'a pas de différence dans la cinétique, c'est-à-dire que la présence de la Lachantia et de Cerevisiae en même temps ne vient pas modifier la durée de fermentation alcoolique, ne vient pas en tout cas perturber cette cinétique-là, donc c'est une bonne chose. Et dans le cas de la séquentielle, on voit tout simplement qu'au moment de l'inoculation de la Cerevisiae, on retrouve cette cinétique normale vis-à-vis du témoin. En fait, on va tout simplement avoir un temps de latence au début qui va être représentatif du potentiel fermentaire plus bas de la Lachantia, et donc qui va nous permettre d'avoir un léger retard de démarrage de la F1. Ce qui n'est pas... voilà. Ici, c'est de l'ordre de 24 heures, mais si on va faire par exemple de la séquentielle à 48-72 heures, on va retrouver ce délai-là aussi. Et c'est vraiment au moment où on va mettre la Cerevisiae que la fermentation alcoolique va vraiment prendre une autre dimension et une rapidité plus importante. Au niveau de la production d'acide lactique, donc il y a deux choses différentes aussi qu'on remarque. Tout d'abord, au niveau de la cofermentation, on voit que la production est assez rapide dans les premiers jours et se bloque assez rapidement autour des 1,3 g, 1,4 g, dû notamment au fait que Saccharomyces cerevisiae vient inhiber en fait naturellement la Lachantia et donc bloque son expression. Donc là, c'est entre guillemets une facilité en termes de suivi, puisqu'on va mettre les deux levures en même temps, et puis ça va se mettre dans l'ordre tout seul, dû au fait que la Cerevisiae va prendre le pas dans le milieu. Et cette valeur de lactique va être conservée jusqu'à la fin de la fermentation alcoolique. Et en termes de co-inoculation, de séquentiel, on voit que la production augmente de manière assez rapide, étant donné que la levure est toute seule, elle s'exprime d'autant plus. Et c'est vraiment au bout de 24 heures, par exemple, ici on était autour des 1,8 g, qu'on a choisi d'inoculer Saccharomyces cerevisiae. Et c'est là que justement la cinétique s'est cassée et a été vraiment linéaire jusqu'à la fin de la F1. Donc là, en séquentiel, on a pu aller chercher des concentrations lactiques un petit peu plus élevées. Et ça aurait certainement été supérieur si on avait laissé la souche travailler. Du point de vue analytique, on a aussi un gradient entre les modalités. Si on regarde par exemple l'acidité totale du témoin, on va être à 3,01, on va être à 3,65 dans le cas de la cofermentation et à 4,33 dans le cas de la séquentielle. Donc là, c'est vraiment proportionnel en fait d'une modalité à l'autre, c'est assez intéressant. Et de voir qu'en termes de pH, on perd également de manière graduelle quand on passe de cofermentation à séquentielle, puisqu'on passe d'un pH basique de 4 pour le témoin à 3,9 pour la cofermentation et ensuite à 3,76 pour la modalité séquentielle. Donc une baisse de pH aussi qui est assez visible et assez intéressante. De plus, en ce qui concerne l'alcool, on voit qu'il y a aussi une diminution de l'alcool, alors légèrement visible entre le témoin et la cofermentation, mais bien visible entre le témoin et la séquentielle, puisqu'on arrive à gagner presque un demi-degré de moins, ce qui est assez intéressant aussi au niveau de la matrice et du vin en question. En termes de volatile, on voit que la volatile du témoin est plus élevée que sur les modalités cofermentation et séquentielle. Ça, c'est certainement dû à plusieurs facteurs. Notamment, c'est un stress de la levure qui va être un peu moins important pour la Cerevisiae. Puisque quand on va aller vers des modalités un peu acidifiées, on va avoir un pH légèrement plus bas, ce qui gêne aussi d'autres micro-organismes qui peuvent faire compétition à la Cerevisiae dans le milieu. Donc, c'est aussi une facilité et une sécurité pour la Cerevisiae d'avoir un milieu légèrement acidifié. Et en termes de lactique, donc là, ici, vous avez du lactique sur le témoin, parce qu'on était sur des analyses après malolactique. Et donc, on voit qu'on a un gradient de concentration qui va croissant du témoin à la séquentielle. Et en termes de SO2 actif, donc on a également calculé ces SO2 actifs du témoin et de chaque modalité. Et on voit qu'on a également le même gradient qu'on retrouve que sur les acidités ou sur la perte de TAV, à savoir un SO2 actif qui va en augmentant plus on va vers la séquentielle. Certainement que si on était monté encore, on aurait baissé le pH encore plus, et donc un SO2 actif encore plus important. Deuxième essai, donc celui-là se situe dans
dans l'appellation Margaux, qui était menée également l'année dernière, où là, on était vraiment sur une comparaison entre un témoin et une modalité en co-fermentation, donc sur des merlots, où là, on avait un potentiel en alcool plutôt élevé, on était autour des 16-20 au moment de la récolte, avec une très bonne homogénéité entre les lots, qui nous a permis d'avoir un suivi assez vraiment très quali, et surtout des analytiques à la fin assez représentatifs des différences entre les deux modalités. Donc, on a suivi le lactique systématiquement tous les jours pendant le process pour voir justement comment se comportait cette courbe. Et on voit quand le témoin, donc on n'a pas eu de lactique pendant toute la durée de la fermentation alcoolique, et on a autour du 15 novembre une augmentation de la concentration lactique qui est en fait due à la fermentation malolactique. On retrouve cette fermentation malolactique, bien sûr, qui se fait dans le cadre de la cofermentation, donc avec la Chancea. Par contre, on avait déjà une augmentation assez importante du lactique au début de fermentation, puisqu'en l'espace de quelques jours, on est monté à 1,6 g. Cette fermentation, ensuite, s'est déroulée sans encombre jusqu'à la fin, et on a eu une sérivisée qui est venue coincer l'expression de la Chancea, et donc qui a fixé les valeurs de lactique jusqu'à après FA, où là, la fermentation malolactique s'est enclenchée. Et pour faire le lien avec ce que je disais au début, donc j'ai mis en photo les fractions de la PCR qu'on avait fait à D-30 pour vérifier justement la présence ou pas de la Chancea dans le mou. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on était autour des 800 000 cellules par millilitre à ce stade, alors que l'inoculum initial était autour des 5 millions. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment une population qui est sur la décroissance. On est presque 10 fois inférieur à ce qu'on avait mis au début. On a vraiment une population qui démarre à un certain niveau et qui petit à petit, en fait, diminue et puis finit par disparaître durant la fermentation alcoolique dû au fait que la sérivisée est quand même plus compétitive. Donc là, on a vraiment une inhibition naturelle qui est bien mise en évidence. Au niveau analytique, donc, on retrouve aussi des résultats intéressants, à savoir une acidité totale qui est sensiblement plus importante entre le témoin et la cofermentation, donc notamment avec une différence de 0,8. Et ensuite, un pH qui passe également de 3,7 à 3,57. Donc, on a aussi légèrement acidifié le mou, ce qui était intéressant pour redonner justement un peu plus de tension et d'équilibre à cette matrice. Et on voit qu'au niveau des concentrations lactiques, étant donné que les mous à la base étaient très peu fournis en malique, pour rappel, on était autour de 0,7, 0,8, on finit quand même avec un lactique sur la modalité cofermentation autour de 1,8 g, ce qui permet de redonner justement un peu de structure à ce vin-là. Et en termes de volatile, toujours, on ne retrouve pas d'augmentation particulière de la volatile, ce qui est signe, encore une fois, d'absence de stress pour la sérivisée. Et les SO2 actifs, la même chose, on retrouve aussi ce gradient, à savoir un SO2 actif un peu plus important pour la modalité cofermentée. Donc, tout ça nous amène, ces résultats d'essai, à différentes applications. En fait, on a vraiment deux manières de réfléchir à la Chancea. Premièrement, la cofermentation, qui va venir via une acidification légère, travailler justement le mou, peut-être plutôt pour un objectif justement d'affinage, avec une inhibition naturelle par Saccharomyces cerevisiae qui va faciliter non seulement le suivi, mais aussi le travail en cave. Et puis une baisse de pH qui sera visible et qui restera moyenne par rapport à ce qu'on peut obtenir en séquentiel. En séquentiel, on aura une acidification qui sera plus importante, plus rapide, et qu'on pourra moduler vraiment en fonction du temps de séquentiel qu'on veut faire. Et ensuite, implanter la cerevisiae permettra de bloquer cette Lachantia et donc de bloquer cette concentration et cette production d'acide lactique. Et on aura notamment une baisse plus importante du pH, comme on a pu le voir, autour de 0,25 ou même plus, si on avait voulu la laisser travailler davantage. Donc on va pouvoir voir vraiment ces applications comme deux manières. Premièrement, l'objectif de finesse et d'élégance, avec une cofermentation où il y aura finalement peu de suivi nécessaire, puisque les deux levains vont se faire de manière concomitante et ensuite on aura peu besoin de doser le lactique. Par contre, en séquentiel, on aura forcément un suivi nécessaire un peu plus important, puisqu'il faudra suivre journalièrement, voire 2 fois par jour, la production de lactique pour s'assurer qu'on ne dépasse pas certains seuils. Ça reste acceptable. Et surtout, on pourra aussi envisager éventuellement des cuves médecins qu'on ira retravailler en assemblage. Ça, je vais juste l'illustrer sur une slide après, qu'on peut utiliser, par exemple, cette Lachantia comme étant un ingrédient au niveau de l'assemblage. Dans tous les cas, donc, on obtiendra toujours une baisse de pH et une augmentation de l'acidité totale, et également une baisse de TAV, puisque ce lactique produit vient des sucres, de toute façon, qui sont dans le mou. Donc, si on consomme des sucres pour faire autre chose que de l'alcool, on aura forcément moins d'alcool en finale. Pour illustrer donc cette idée du vin médecin, donc là, on passe sur de l'utilisation, par exemple, en séquentiel, où on va pouvoir travailler plus ou moins notre acidité du mou. Par exemple, ici, dans un objectif de cave, de diluer un lot, par exemple, à 2 grammes d'acide lactique, d'arriver vraiment à cette concentration-là.
on va pouvoir, je me suis basé sur des échelles de 100 hectos pour faciliter les calculs, on va par exemple acidifier une cuve de 100 hectos avec la Lachaudière thermotolérance. Et on va pouvoir aller bien sûr de 2 grammes à, mettons, 6-7 grammes d'acide lactique, plus on va la laisser travailler. Grâce à ça, on va pouvoir avoir un vin de base, si on peut l'appeler comme ça, qui va être plus chargé en acide lactique et qui va nous permettre en assemblage de retravailler différents lots. Et plus on va pousser cette acidité, plus on va pouvoir travailler un lot assez gros. Par exemple, si on prend ici une concentration de la cuve qui a été ensemencée à la Lachaudière autour de 4 grammes par litre, on va pouvoir aller ensemencer autour de 200 hectos. Ensuite, retraiter 200 hectos pour retomber à cette concentration de 2 grammes par litre. Si on pousse l'acidité, par exemple à 6 grammes ou à 8 grammes, on va pouvoir monter jusqu'à des volumes traités autour de 400 hectos. Donc à ce moment-là, on réduit aussi considérablement notre coût hecto de la Lachaudière. Et ça devient peut-être intéressant du point de vue de la cave pour aller traiter des lots ou rééquilibrer notamment certaines acidités. Par rapport à une utilisation d'acide lactique, où on serait à un coût hecto qui serait constant, peu importe le volume qu'on traite, et surtout une mise en pratique aussi, puisque l'acide lactique, bien sûr, il faut l'ajouter à la main dans les cuves, tandis qu'avec une Lachaudière, on aura déjà un vin qui sera prêt. Ce sera juste une histoire ensuite de transfert d'une cuve à une autre. Donc, une manière de réfléchir cette utilisation, notamment sur le fait de traiter des volumes plus importants en faisant une acidification plus marquée sur une cuve de base. Ensuite, donc, la suite des travaux qui va s'inscrire dans ce qu'on prévoit de faire pour cette année. Donc, on a eu des publications aussi, notamment de Morata en 2018, qui a mis en lumière, alors déjà, les points précédents de l'utilisation de la Lachaudière pour l'acidification, mais aussi certains arômes qui sont intéressants du point de vue aromatique, puisque ça vient vraiment coller aux attentes des consommateurs en termes de fraîcheur. Il a montré que significativement, entre une modalité de la Lachaudière pure et une modalité de Saccharomyces cerevisiae, on avait des molécules qui étaient présentes à des concentrations significativement différentes, notamment certains alcools, comme le 3-méthylbutane et l'hexanol, qui sont responsables des arômes de truffe ou de foin coupé. Certains esters également, responsables de fruits frais, comme l'hexanoate d'éthyle ou le butyrate d'éthyle, donc tout ce qui est fraise, ananas, donc un côté assez tendu au nez. Et ensuite, certaines molécules qui sont connues aujourd'hui, notamment le salicylate d'éthyle et le salicylate de méthyle, qui présentent des notes mentholées, reine des prés, voire camphrées, et qui en fait sont présentes déjà dans les rafles, ce qui permet d'avoir ce côté très frais, très mentholé dans les vins. Au niveau des terpènes, on a également une activité bêta-glucosidase qui est assez importante pour la levure, ce qui permet d'apporter un peu plus de fruité aussi. Et au niveau des thiols, on a montré aussi qu'il y avait une révélation de thiols par la Lachaudière qui était significativement importante par rapport à une cerevisiae, avec notamment des arômes de 4-MMP et de 3-MH qui ont été notés. Tous ces arômes-là sont intéressants parce qu'ils sont vraiment typiques marqueurs de la fraîcheur aromatique. Et donc, ça s'inscrit dans un profil en termes d'acidification, de rééquilibrage au niveau organoleptique et analytique. Et on vient ensuite s'ajouter le volet aromatique avec des aromatiques notamment plus fraîches et plus tendues. Donc, ça va coller justement avec la perception des consommateurs dont on parlait au début de la présentation, à la recherche justement de vins plus frais, plus faciles à boire et surtout moins compotés et moins typiques d'une surmaturité. Voilà pour cette présentation. On va passer aux questions. J'ai vu qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées. Alors, Johanna Van der Merch qui met « L'étude est portée sur les rouges, mais serait-elle applicable sur des rosés ?» Alors, tout à fait. On a mené des essais aussi sur des essais et sur des blancs, où on s'est aperçu en fait que forcément, on va quand même moins chercher de la surmaturité sur ces matrices-là. Donc, on a des spectres d'utilisation qui sont plus petits, entre guillemets, que sur des rouges. Par contre, ça fonctionne, notamment sur des vionniers. On a essayé sur des vionniers plutôt en surmaturité, où on a eu des acidifications. Donc, on peut imaginer que sur des vins destinés à faire des rosés qui sont un peu trop mûrs et donc trop hauts en alcool, on pourra tout à fait utiliser cette Lachaudière aussi pour venir acidifier légèrement à hauteur d'1 gramme ou 2, ne serait-ce que pour redonner un petit peu de tension sur les vins rosés. Donc, tout à fait. Alors, il y a des questions. Alors, température de vinification, c'est une très bonne question. On va la faire varier. On va varier aussi l'expression de la Lachaudière. Donc, dans l'essai Margaux, par exemple, on avait mis les cuves à 25 degrés au niveau de la consigne pour assurer une bonne température de fermentation. Et on s'est aperçu notamment que sur des cuves où on chauffait un peu plus, ou ne serait-ce qu'au niveau de la réhydratation, plus on chauffait, plus on avait une levure qui était stimulée. Donc, plus on va monter la température au niveau de la fermentation, plus on va avoir une levure qui va produire du lactique. Donc, à ce moment-là, on va situer plutôt
les températures optimales, nous, on va recommander entre 25 et 26 degrés, par exemple, pour avoir vraiment une production qu'on puisse suivre, mais qui soit aussi significative. En termes de besoins azotés, alors plutôt des besoins faibles, la Lachaudière consomme du minéral, donc ce sera intéressant dans le point de vue au niveau de la séquentielle, quand on va mettre la Cerevisiae au niveau de l'inoculation, de rajouter un petit peu de minéral pour compenser ce qui aura été consommé par la Lachaudière. Mais des besoins plutôt raisonnables. Il y a une question de Olivier sur le coût hecto. Alors, le coût hecto, comme j'ai expliqué, il est variable. Si on veut faire si on veut parler purement coût pour ramener à 1 hecto de la Lachaudière, on va être donc une dose de 20 grammes hecto pour un prix d'environ 95 € le kilo, donc ce qui nous fait 1,86 € à peu près du coût hecto. Par contre, plus on va la laisser travailler, plus bien sûr on va diminuer ce coût hecto puisqu'on va pouvoir travailler des volumes un peu plus conséquents. C'est ce que je montrais dans la slide précédente. Antoine, une question. Pour les besoins azotés, notamment dans vos études, êtes-vous resté sur une complémentation azotée classique ou avez-vous prévu un supplément d'azote pour la Lachaudière? Alors, ça va dépendre aussi de la matrice, notamment sur l'essai entre deux mers, on était autour de 13,7 degrés. Et donc là, on n'a pas forcément adapté de nutrition en termes de surplus pour venir combler cette Lachaudière, parce que le mou était déjà bien pourvu. Par contre, effectivement, sur la modalité Amargo, où on était sur des essais beaucoup plus hauts en degrés, on avait des résiduels en termes d'assimilables qui étaient plus bas. Et donc là, on a corrigé de manière un peu plus importante la cuve avec un mélange d'organique et de minéral. Donc, minéral ajouté au début et ensuite organique dans une seconde phase pour venir combler justement ces possibles carences. Benjamin, ces variations de pH sont-elles stables dans le temps, notamment pendant l'élevage? Alors, tout à fait, puisqu'on vient de toute façon apporter de l'acide. Donc, l'acide lactique ne sera pas dégradé durant l'élevage, donc cette acidité qu'on va rajouter va rester, bien sûr. Si on avait ajouté du malique, par exemple, ça aurait pu bouger effectivement pendant une phase de malo ou suite à l'élevage. Par contre, ici, non, on reste sur des valeurs qui ne bougent pas. En tout cas, la baisse de pH, une fois qu'elle est effective, elle ne changera pas durant l'élevage. Question de Claire Furet-Gavalet. Bonjour, si le mou part en FA spontané avant l'inoculation de la Lachaudière, peut-on l'utiliser quand même? Alors, c'est une bonne question et j'aurais tendance à dire que c'est assez épineux. De toute façon, quand un mou part en spontané, que ce soit question d'une Lachaudière ou d'une Cerevisiae, il faut être conscient que l'implantation sera forcément plus compliquée. Puisqu'il y a une levure ça veut dire qui est déjà suffisamment implantée pour démarrer une fermentation alcoolique. Donc forcément, il y aura peut-être un traitement à faire sur la cuve, notamment peut-être avec 1 ou 2 grammes de sulfite pour calmer cette population-là, et ensuite inoculer la Lachaudière pour maximiser justement ses chances de s'implanter. Dans ces cas-là, bien sûr, on essaiera de voir aussi une réhydratation plus travaillée, c'est-à-dire avec une eau plus chaude et éventuellement l'utilisation d'un activateur qui va permettre de stimuler un peu plus cette Lachaudière, maximiser justement ses chances de s'intégrer. Question de Grégoire Pissot, quel est le pH minimum sur mou pour ensemencer avec Lachaudière? C'est également une bonne question qui se pose surtout sur blanc que sur rouge. Sur rouge, en général, il n'y a pas trop d'écueil. Par contre, sur blanc, on a vu qu'en dessous de pH autour de 3,3, on avait du mal à ce que la Lachaudière s'implante correctement et produise suffisamment d'acide lactique pour être vraiment significative dans l'analytique. Donc, en dessous de 3,3, on considérera que le vin n'a pas forcément besoin d'être acidifié avec une Lachaudière puisqu'elle ne sera pas forcément capable de travailler au maximum de ses capacités. Une question de Flora. Bonjour, n'y a-t-il pas un risque d'inhibition des bactéries lactiques et donc de FML lancinante si on atteint de fortes concentrations d'acide lactique? Très bonne question également. Et si, en général, on est sur des facteurs limitants de l'acide lactique quand on passe les 4 grammes, 4 grammes et demi par litre de concentration d'acide lactique. Donc l'idée, si on veut travailler avec la Lachaudière, c'est de s'arrêter avant, ce qu'il est possible de faire avec des séquentiels notamment d'un jour ou même de 48 heures. On sera autour de ces valeurs-là, donc entre 3 grammes et 4 grammes. Et ensuite, on pourra, si jamais on est légèrement au-dessus, retravailler ces vins avec un petit peu d'assemblage pour refaire tomber cette concentration de lactique autour des 2,5 grammes, ce qui permet complètement de faire une FML sans problème sur des vins qui sont concentrés à de tels niveaux. Une question de Gaël. Cette levure est-elle commercialisée? Tout à fait. Elle est disponible cette année dans notre portefeuille et elle s'appelle l'Excellence X-Fresh. Donc, elle sera disponible cette année en 2021 en format de 500 grammes.
Nouvelle question de Claire Furet et Avalé. Quelle dose à apporter? 20 grammes et c'est entre deux mers ou 40 grammes et c'est Margot? Alors, c'était l'époque où on avait justement initié les premiers essais, donc on était encore sur des dosages qui n'étaient pas homogénéisés. Donc effectivement, en séquentiel, on va pouvoir travailler à 20 grammes. À l'époque, en co-fermentation, on travaillait à 40 grammes pour maximiser son expression. Entre-temps, on a fait un gros travail en interne justement de caractérisation de la souche au moment du levurage et de la réhydratation, ce dont je parlais, donc ça va être très important. Et donc à ce moment-là, on s'est aperçu qu'en réhydratant à 37 degrés la souche, en apportant des nutriments et éventuellement un activateur, on avait un aussi bon résultat à 40 grammes hecto de la Chancea et 20 grammes de Cerevisiae qu'avec 20 grammes, 20 grammes, avec une levure beaucoup mieux réhydratée. On pourra travailler de manière uniforme, que ce soit en co-fermentation ou en séquentiel, à 20 grammes hecto, en travaillant bien la réhydratation et la température surtout de réhydratation et de fermentation alcoolique. Une question de Stéphanie Coisy. Qu'en est-il pour la gestion de la malo ensuite? Alors justement, il n'y a pas de problème particulier sur la FML. Si on reste à des concentrations, comme on parlait d'une question précédente, en dessous des 4 grammes, on va en fait rester dans des seuils qui permettent aux bactéries lactiques tout à fait de faire une fermentation. D'autant plus qu'on va rester sur des pH qui sont favorables quand même à la réalisation de la malo. Et nous, sur nos essais, on a vu qu'entre 2 et 3 grammes, on avait systématiquement des malos qui se lançaient très bien, soit sur l'essai entre deux mers ou sur l'essai Margot, où on a vu que la malo s'est lancée quelques jours après la fin de la fermentation alcoolique, suite à l'inoculation des bactéries. Donc, pas de problème particulier pour la malo si on ne va pas trop loin en termes d'acidification. Peut-on utiliser une Baianus au lieu de Cerevisiae si TAV est élevé? Alors oui, tout à fait. Il y a toutes les souches, justement, Baianus, donc Baianus étant une variété de Cerevisiae, on a des souches qui sont tout à fait compatibles. Après, ça va être la vigueur de la souche aussi qui va venir jouer. C'est-à-dire une levure qui va avoir une forte capacité d'implantation et une forte rapidité de démarrage de la FA, forcément va venir prendre un petit peu le pas plus vite sur la Cerevisiae. Il se trouve que sur les Baianus, on est généralement sur des temps de latence moyens et des démarrages en fermentation moyenne, ce qui fait qu'on peut tout à fait utiliser une Baianus sur TAV élevé en synergie avec la Chancea, ce qui permettra dans tous les cas une bonne expression de la souche. Donc, tout à fait. Les questions de David Ferreira. Bonjour, est-ce qu'en co-inoculation, on arrive à prédire combien va être la baisse de pH? Alors, on peut y arriver, étant donné que, puisqu'on produit une certaine quantité de lactique, on a généralement une baisse de pH qui est plus ou moins associée. Et en général, on est autour des 2 grammes de lactique pour 0,1 voire 0,15 de pH. Donc là, il y a des abacs encore qu'on essaiera de faire au fur et à mesure justement de tous nos essais, de tous nos résultats, pour venir spécifier et préciser ça. Et ce qu'on a vu, c'est que généralement, 2 grammes de lactique donne entre 0,10 et 0,15 de pH en moins. Et surtout, 1 gramme de lactique donne à peu près 0,1 de TAV en moins aussi sur le mou. Donc on a un gain à la fois du pH, mais aussi sur le TAV. Une dernière question d'Olivier Ferraud. Pas de problème si fermentation alcoolique en phase liquide, flash détente par exemple. Alors ça n'a pas été essayé. Ce qui sera intéressant de le faire, moi je pense que ça peut tout à fait bien se passer. On sera sur des mous peut-être un peu plus chauds, donc forcément des démarrages plus rapides. Donc si on fait de la séquentielle, il faudra avoir un œil plus averti et plus proche de la cuve pour vérifier que le lactique ne monte pas trop vite. Et dans le cadre d'une co-fermentation, ça peut tout à fait bien se passer sans suivi particulier. Donc pour moi, pas de problème de FA en phase liquide à chaud. Par contre, éventuellement un suivi bien sûr un peu plus important. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Si jamais il y en a des dernières. Ah oui, pour des rosés en FA à 16 degrés. Alors, c'est une bonne question aussi, une question de Johanna donc, qui demande si pour des rosés, on va fermenter à 16 degrés Celsius. Alors, la température, comme j'ai expliqué dans la présentation, vient stimuler ou pas la Chancea. Donc, forcément, une température à froid représentera un facteur un peu plus gênant, température à chaud. Donc, l'idée pour des rosés, ce serait éventuellement de faire de la séquentielle avec la Chancea, de commencer légèrement plus haut, type à 20 degrés par exemple, inoculer la Chancea, travailler en séquentiel jusqu'à justement obtention de l'acidification qui est souhaitée, et ensuite baisser la cuve, notamment à 16 degrés, et inoculer ensuite la Cerevisiae que vous avez l'habitude d'utiliser pour terminer la fermentation dans des conditions classiques de vinification de rosé ou même de blanc. Voilà. On a des questions. Non, je vois qu'il n'y a aucune question supplémentaire. Écoutez, je pense qu'on va
C'est sur ça. Je vous remercie pour votre attention et pour votre participation sur les questions. Il y en a eu beaucoup et ça permet bien de brosser tout l'aspect justement application. Une dernière question, une dernière minute. De Lionel Grain, peut-on utiliser la Chancea si on utilise une autre levure non-sac bioprotection? Alors, tout à fait oui, ça ne va pas s'exclure, mais tout dépend de la souche de non-sac que vous allez utiliser. C'est-à-dire qu'une Meshnikovia, par exemple, ou une Pichia vont céder leur place de manière assez simple dans le milieu, une fois qu'on aura inoculé une levure commerciale, disons, un peu plus compétitive. Certaines souches, par contre, comme Torula, ont un peu plus de résistance au niveau bioprotection et vont notamment peut-être les céder leur place un peu moins facilement. Donc, selon la souche que vous utilisez, je ne sais pas laquelle il s'agit, se réfléchira aussi l'utilisation de la Chancea pour obtenir vraiment une expression plus franche de la souche. Voilà pour les questions, j'en vois pas plus. Donc, je vous remercie à tous. J'ai vu qu'on me demandait si le PowerPoint serait téléchargeable. Déjà, vous aurez le replay sur YouTube de cette présentation. Et pour ceux qui le souhaitent, je suis disponible moi par mail et vous m'envoyez un mail, je vous ferai passer la présentation sans problème pour en discuter. Les souhaits de protocole également aussi, on peut les fournir. On est ouvert à des essais aussi sur différentes thématiques. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter et afin qu'on avance ensemble sur ces essais. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.